Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Cela fait 10 jours maintenant qu'Alep est bombardé par les forces du régime syrien, mais également par les rebelles qui contrôlent la partie est de la ville, le secteur ouest étant contrôlé par le régime syrien. Autant dire que la trêve du 27 février n'en porte plus que le nom. En quelques jours, ce sont plus de 250 civils qui ont été tués, dont 49 enfants. Américains et Russes tentent de trouver actuellement un compromis pour mettre fin aux violences. Le secrétaire d'État américain John Kerry était à Genève ce lundi où il a rencontré l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, parce qu'au-delà de la tragédie d'Alep, eh bien, ce sont les négociations politiques qui se jouent en ce moment pour trouver une sortie à cette guerre qui dure depuis plus de 5 ans et qui a fait au bas mot plus de 270 000 morts. La bataille d'Alep, on en parle ce soir avec vous, Imadou Sarri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes activiste syrien, on n'ose plus dire que vous êtes membre du CNS, qui est l'ancienne opposition modérée. Démissionnaire. Voilà, démissionnaire. D'ailleurs, vous allez nous expliquer pourquoi, ce qui explique aussi aujourd'hui les difficultés de cette opposition dite modérée en Syrie. Avec nous, David Rigoulet-Rose, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Avec nous, Philippe Migaud, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre européen d'analyse stratégique. Et puis, avec nous, Frédéric Le Saffre, bonsoir. Vous êtes membre de l'association de solidarité internationale Médina, qui s'est fixé pour objectif de récolter des dons, un maximum de dons pour financer une maternité qui se trouve dans un quartier d'Alep. Et vous étiez en Syrie il y a un peu plus d'1 an de cela. Vous nous raconterez aussi les difficultés aujourd'hui pour les enfants d'Alep de vivre sous les bombes. Mais avant cela, on va tout de suite commencer ce débat en écoutant le secrétaire d'État américain John Kerry. C'était ce lundi à Genève où il rencontrait Staffan de Mistura, l'envoyé spécial des Nations Unies. Je suis très reconnaissant envers Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, pour son immense travail et ses efforts au cours de ces derniers mois, afin de mettre en place un processus politique au milieu d'un conflit qui devient à bien des égards hors de contrôle et qui devient également profondément inquiétant pour tout le monde. Imadou Sarri, vous êtes en contact permanent avec des activistes qui vivent en Syrie, qui vivent à Alep. Comment on survit, parce que je n'ose pas dire vivre, comment on survit aujourd'hui à Alep? Je ne sais pas, c'est un peu compliqué d'expliquer parce que ces gens-là, ils essayent de trouver quand même vraiment le minimum de moyens humains pour vivre, malgré les combats qui ne s'arrêtent pas depuis 5 ans. Et aujourd'hui, comme je disais, on a dit souvent, le peuple syrien, malheureusement, il est coincé entre deux parties. D'un côté, c'est un régime depuis 5 ans. On peut même aller plus loin depuis le régime de père Hafez al-Assad et son fils Bachar al-Assad. Ça fait plus que 16 ans maintenant qu'il est au pouvoir. D'un côté, ce régime-là, et de l'autre côté, c'est le propagande de Daesh et de les djihadistes, les islamites qui sont venus après, on va dire, quelques mois de la révolte du peuple syrien, pour dire que Bachar al-Assad qui va présenter ça, voyez au moins où c'est djihadiste. Aujourd'hui, le peuple syrien, il survit comme vous dites exactement, c'est la vérité, mais aujourd'hui, la position politique, il est vraiment perdue. Aujourd'hui, on cherche maintenant vraiment le niveau 1 de survivre, de manger, de trouver un abri, de trouver quelque chose vraiment à côté. Et après, les positions politiques, vraiment, sont derrière très loin. On va en parler des négociations politiques, mais un peu plus tard. Je souhaiterais d'abord qu'on parle de comment on vit, comment on survit aujourd'hui à Alep. Je voudrais qu'on voit quand même ces images d'Alep avant la guerre et ces images d'Alep aujourd'hui. On rappelle quand même que Alep, c'est quand même la capitale économique de la Syrie. C'était la 2e ville de Syrie. Et bien aujourd'hui, de cette ville, il n'en reste plus qu'un champ de ruines. Frédéric Le Saffre, vous, votre association, elle finance une maternité à Alep. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, ce sont les femmes, les enfants, les civils qui sont les premières victimes de ces bombardements, mais également les enfants. Et vous financez notamment une maternité d'Alep. Vous pouvez nous raconter? Oui, absolument.
Écoutez, effectivement, nous finançons, il ne faut pas financer, nous opérons et nous organisons. Nous avons recruté du personnel sur place pour faire fonctionner une maternité. Cette maternité, on a fait en sorte qu'elle opère de la manière la plus discrète possible. Et d'ailleurs, je m'efforcerai de ne pas dire autre chose que nous opérons dans la banlieue d'Alep, de manière à éviter tout risque pour nos équipes sur place. On est dans une situation qui est effectivement absolument apocalyptique et qui est d'autant plus apocalyptique qu'aujourd'hui, se rendre dans une maternité, se rendre dans un hôpital en Syrie, notamment en ce moment à Alep, c'est devenu quelque chose de particulièrement dangereux. C'est plus dangereux probablement que d'aller au combat. Des cibles, en fait. Ce sont des cibles. Voilà. C'est-à-dire qu'on a réussi à être dans une situation dans laquelle on a complètement inversé la problématique et les termes de la Convention de Genève historiquement, c'est-à-dire qu'ils devaient faire des hôpitaux et des infrastructures sanitaires des lieux protégés en cas de conflit. En fait, ce sont des cibles prioritaires. Et on l'a vu la semaine dernière avec l'hôpital Al-Quds qui a été bombardé dans Alep, où un certain nombre de membres du personnel médical ont péri. Le dernier pédiatre d'Alep qui a péri également, dont on a beaucoup parlé. Absolument, absolument. Mais nous, on s'en rend compte avec plein de petits éléments concrets sur le terrain, c'est-à-dire que les femmes qui sont suivies par nos équipes sur place, elles essaient le moins possible de venir à la maternité. Elles viennent très très peu pour des échographies de contrôle et elles viennent uniquement à la toute dernière minute pour accoucher. Elles accouchent et elles repartent avec leur enfant parce qu'elles ont extrêmement peur que la maternité soit à un moment ou à un autre prise pour cible par les bombardements aériens du régime ou de ses alliés. Et donc c'est devenu une situation extrêmement terrifiante et l'infrastructure sanitaire est particulièrement ciblée. Il faut vraiment, je pense, qu'on prenne conscience de cette situation. Philippe Migaud, des crimes de guerre, sans doute des crimes contre l'humanité. Il faudra que les responsables payent un jour, soient jugés. Écoutez, oui, bien entendu. Si c'est avéré, s'il y a crime de guerre avéré, j'espère bien que ces gens passeront devant le tribunal pénal international, ça me semble évident. Après, le souci, malheureusement, c'est que ce soit à Alep ou ailleurs, quand on a un bombardement comme ça sur une cible civile, une maternité avec des gens innocents et une tragédie pareille, vous avez toujours, et particulièrement dans une zone de combat urbain comme celle-ci où les possibilités de ciblage sont extrêmement compliquées, vous avez toujours un doute sur c'est un dommage collatéral, c'est une erreur de tir, c'est une volonté réelle de détruire la maternité, ce qui est quand même assez affolant en termes de... Parce qu'il faut se mettre à la place de celui qui commande le tir. Du point de vue de l'image, pour lui, c'est totalement contre-productif, c'est totalement désastreux. Donc, il y a de ça quelques jours, les Américains ont rendu les résultats de l'enquête du tir sur l'hôpital de Kunduz, disant ce n'est pas un crime en Afghanistan, disant ce n'est pas un crime de guerre, c'est un dommage collatéral dû à un certain nombre d'erreurs. Et puis voilà, on passe ça sous le tapis. Il y aura vraisemblablement jamais rien devant le tribunal pénal international. La question qu'on peut se poser, c'est qu'en sera-t-il dans ce cas? Est-ce qu'on va pouvoir un jour traduire des gens en justice? Et quelles seront les responsabilités? Est-ce qu'on arrivera bien à définir aussi les responsabilités des uns et des autres? Parce qu'aujourd'hui, David Rigoulet-Rose, qui tire, qui cible ces civils? C'est le régime syrien qui envoie des barils d'explosifs, c'est les Russes. Ce sont les rebelles il y a aussi des tirs d'artillerie qui bombardent à l'artillerie. Qui tire? Pour ce qui est de la rupture du cessez-le-feu, les tirs viennent des deux côtés. De ce point de vue-là, il y a un partage de responsabilités. En revanche, effectivement, la question est posée de savoir qui bombarde quoi. Dans le cas des infrastructures de type sanitaire, il y a ce que vous disiez, il y a toujours un doute, c'est toujours le problème. Parce que on est dans une zone urbaine où les espaces sont très étroits. Alors, la question de savoir s'il y a une stratégie délibérée de bombardement, ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y a une stratégie d'étouffement d'Alep, parce que on se retrouve un peu dans la configuration de Srebrenica, toute chose égale par ailleurs. On peut faire la comparaison parce que certains la font, cette comparaison. Oui, mais bon, il faut comparaison n'est pas raison, mais enfin, il y a des similitudes et des choses différentes. Mais en tout cas, il y a une logique de siège, c'est-à-dire il s'agit aussi de faire partir des civils, il s'agit de sécuriser un enjeu stratégique sur la route si on peut voir la carte, oui. vers Damas, et de ce point de vue-là, la rupture
du cessez-le-feu, évidemment, l'armée syrienne a recommencé les bombardements par barils, etc. Mais il y avait aussi la logique belligène du front al-Nosra, hein, qui, dès le début avril, avait poussé les groupes qui avaient accepté le cessez-le-feu à rebasculer, justement, parce que c'était pour eux beaucoup plus facile. Et donc là, il y a le problème. D'ailleurs, on peut relever l'attitude américaine, qui est très, très prudente sur le cessez-le-feu appliqué, parce qu'il y a 2 cessez-le-feu qui ont déjà été validés, c'est-à-dire l'un dans la Ghouta orientale, près de Damas, et puis l'autre près justement de l'attaquer, c'est ça. Et les Américains, finalement, ont été très prudents sur Alep, en laissant entendre que Alep, il était très difficile. Je reprends d'ailleurs la formulation du département d'État, de faire le tri entre les bons et les méchants. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a Imad Oussari, il y a d'un côté peut-être l'ASL à Alep, mais de l'autre côté, il y a aussi des membres du front Al-Nusra, et on rappelle que le front Al-Nusra est lié à Al-Qaïda. Donc c'est ça la difficulté aussi, il y a les bons et les mauvais rebelles. J'aimerais bien rappeler quand même, il y a quelques semaines, pas loin d'un mois quand même, il y a une ville qui s'appelle Maret al-Nu'man qui était révoltée contre le Jabhat al-Nusra, le front de Nusra, parce que ils sont venus pris en cible. Il y a, on va dire, il y a des brigades. Le brigade numéro 13, je crois, c'était sur place, qu'ils ont accepté le cessez-le-feu, ils ont accepté plutôt rentrer dans un, on va dire, parcours plutôt politique. Oui. La Front Nusra, ils sont venus sur place, ils ont appris le leadership de ces gens-là, et suite à ça, le peuple de Maret al-Nu'man sont révoltés contre Jabhat al-Nusra. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le régime de Bachar al-Assad qui a bombardé la ville. Ça veut dire, le peuple de Maret al-Nu'man, il a révolté, il a dégagé les leaders de Jabhat al-Nusra, le front al-Nusra, à l'extérieur de Maret al-Nu'man. Ensuite, le raid aérien de l'armée syrienne sont venus vers les civils, ou vers Maret al-Nu'man, qui est une ville symbolique qui était venue pour nous contre Jabhat al-Nusra, contre le front de Nusra. Et ça, c'est des choses, on va dire encore, on va revenir, on va dire plutôt sur la politique. Aujourd'hui, les Américains, pour moi, qu'on voit aujourd'hui, c'est pour eux, pour moi, c'est des choses, c'est prévisible. Moi, j'ai rencontré, à l'époque, quand j'étais Conseil national syrien, on a rencontré Mme Hillary Clinton. Les promesses qui étaient données en 2012, si vous croyez... De donner quoi? Des armes? Même pas, on n'a pas parlé d'armes. On a parlé déjà des décisions politiques réelles. Ça veut dire, aujourd'hui, on a donné une liste des proches du régime de Bachar al-Assad. Il faut les arrêter. Ils se baladent encore entre l'Europe et l'Amérique et Dubaï et Qatar. Oui, mais alors là, je pense qu'on n'est plus du tout là, si je puis me permettre. On n'est plus au stade d'arrêter des proches de Bachar el-Assad, parce que là, on est plutôt proche de négocier avec Bachar el-Assad que de les arrêter. On va en parler tout à l'heure. Mais le cours pénal, quand même, c'est son rôle aussi à un moment donné de dire... on n'en est peut-être pas là. Là, on n'en est peut-être pas là. Frédéric Le Sart, vous vouliez ajouter quelque chose? Deux, trois petites choses, simplement. Premièrement, il y a des études qui ont été menées l'année dernière. C'est des sondages, en fait, sur les hôpitaux qui ont été bombardés. Dans les zones qui sont contrôlées ni par le régime, ni par Daesh, il y a eu, si je parle de mémoire, mais il y avait eu 115 hôpitaux qui avaient été attaqués. Il y en a une quinzaine qui avaient été entièrement détruits. Donc, détruits par qui? Détruits par le régime syrien ou détruits par l'organisation de l'État islamique? En règle générale, très largement détruits par des bombardements aériens. Et les bombardements aériens viennent du régime syrien ou de ses alliés. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation dans laquelle, quand on est sur des tirs de mortier dans un environnement urbain, on peut toujours s'interroger sur le fait de savoir qui tire sur qui. C'est exact. Mais quand on est dans une situation dans laquelle il y a des bombardements aériens, aujourd'hui, les bombardements, la maîtrise de l'air au-dessus d'Alep, elle est le fait du régime et de ses alliés et de ses alliés russes. Ça a été le cas, et ça a été le cas déjà depuis septembre, depuis l'entrée des Russes dans le conflit, et c'est encore le cas, aujourd'hui. Donc, à partir du moment où on a des bombardements aériens sur un certain nombre de structures sanitaires, il y a assez peu d'ambiguïté sur le sujet. Et je vais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, on peut s'interroger légitimement sur le fait de savoir celui qui appuie sur le bouton au moment de lancer un missile sur un hôpital, ce qu'il ressent en conscience. C'est une question assez légitime. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que
en termes de stratégie politique, ça s'intègre dans une stratégie politique qui est quand même de se dire on va essayer de rendre la vie totalement impossible pour les populations civiles à un moment, on va faire en sorte qu'elles craquent, qu'elles s'enfuient, et ce faisant, on pourra plus facilement reprendre le contrôle. Donc c'est humainement abominable, mais c'est politiquement tout à fait rationnel. Il y a une stratégie, vous dites qu'il y a finalement une stratégie. En tout cas, pour vous rejoindre aussi, le régime, excusez-moi, il s'en fout complètement de son image. Son image vis-à-vis de les Nations Unies ou pour l'Occidentaux, c'est complètement détruit. Ils s'en foutent complètement de ça. C'est vraiment le levier qu'il a cherché aujourd'hui de détruire une ville comme Alep et dire où vous venez, où je suis, où je contrôle les villes, où vous risquez votre vie là. Oui, Philippe Mingot, justement pour réagir à ce que vient de dire Frédéric Le Saff, qui dit finalement il y a quand même une stratégie politique, il y a l'aspect moral, mais il y a aussi une stratégie politique, c'est-à-dire de vider finalement Alep militaire, oui, une stratégie militaire, vous avez raison, plus que politique, de vider Alep justement des civils pour reprendre le contrôle de la ville. Ce qui expliquerait la volonté, en tout cas, si c'est le régime syrien, et c'est ce que disent en tout cas les témoins sur place, que c'est le régime syrien, en tout cas, qui lancerait des barils d'explosifs, et ce n'est pas la première fois. Donc quel est l'objectif? Il y a bien un objectif. C'est quelque chose, effectivement, la stratégie de la terreur pour faire le vide et chasser la population pour qu'on se retrouve en face des gens d'Al-Nosra et autres groupes et pouvoir de manière beaucoup plus pratique faire le vide, place nette, parce qu'il n'y a pas de... On limite les dommages collatéraux en faisant fuir les gens. C'est quelque chose qui, militairement, a déjà été fait dans des tonnes de conflits. Donc on peut tout à fait l'envisager. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le régime de Bachar se fiche complètement de son image. On parlait du régime de Bachar et de ses alliés. Et là, je ne pense pas que les Russes, eux, aient particulièrement envie d'avoir cette image de gens qui ne font pas attention à ce qu'ils font. Mais vous avez parlé de barils de TNT, mais précisément, quand vous arrivez au-dessus d'une ville en guerre, où vous avez des gens avec des SAM-7, des SAM-14, donc des manpads, des missiles solaires assez, assez redoutables, et que vous devez larguer un baril de TNT, il faut que vous le fassiez à basse altitude. Si vous le faites à basse altitude, un baril de TNT, c'est pas un missile. C'est quelque chose que vous balancez précisément dans un acte de terreur, mais pour viser précisément avec un baril de TNT, c'est pour ça que je dis, est-ce que on peut prouver qu'il y a bien un ciblage, parce que quand c'est un baril de TNT, quand vous balancez un missile, dont, comme on a l'habitude de dire, on peut quasiment choisir la porte par laquelle... Mais est-ce qu'ils sont encore au stade, vous pensez, où ils ciblent, ils ont des réelles cibles, où finalement, ils ne balancent pas des barils de TNT c'est ce que je suis en train de vous dire. À tout va. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que concrètement, on peut aussi tout à fait envisager que c'est une stratégie de la terreur, mais qu'il n'y ait pas de ciblage spécifique des maternités. Et puis balance ça, passez-moi l'expression, petit bonheur, la chance. David Rigoulet-Rose, un mot quand même sur ce silence quand même de la communauté internationale. J'aimerais qu'on y revienne aussi au début de la deuxième partie de notre débat dans quelques minutes. On n'a pas grandement entendu, c'est vrai, Barack Obama, vous le disiez tout à l'heure, prudence du président américain. Moi, je n'ai pas beaucoup entendu François Hollande qui pleurait sur Alep, ni Angela Merkel, ni les grands de ce monde. Et dans 10 ans, on dira peut-être, on ne pourra pas dire en tout cas qu'on ne savait pas, ça c'est certain, dans 10 ans. Ou même dans 5 ans, enfin, même aujourd'hui, on ne peut pas dire on ne sait pas. Le problème, c'est que la situation a évolué de telle nature depuis 2-3 ans, notamment avec la radicalisation des acteurs d'une grande partie des acteurs sur le terrain, et puis l'exportation de cette violence syrienne, du Levant en Europe, via le terrorisme, etc., qu'aujourd'hui, ça explique probablement une partie de ce silence, de cet embarras, de ce malaise. Il faut bien dire les choses comme elles sont, parce que effectivement, il y a une fragmentation des acteurs et que derrière ces acteurs, il y a des problèmes qui sont tellement importants en termes de sécurité pour les Européens notamment, qu'on n'ose plus. Et concernant les Américains, Barack Obama a toujours dit qu'il ne voulait pas mettre le petit doigt dans l'engrenage. D'où la question. Il s'y est tenu d'ailleurs. Il s'y est tenu de manière d'ailleurs paradoxale avec la fameuse affaire de la ligne rouge qu'il avait évoquée. Mais depuis le début, il dit ça. On peut renvoyer d'ailleurs une déclaration de Susan Rice à propos du Moyen-Orient qui, dans le New York Times, évoquait en disant on va pas passer 24 heures sur 24 notre attention sur cette région avec l'idée de pivoter vers l'Asie, etc. Mais au-delà, c'est que Obama est extrêmement prudent. Il ne veut pas. Il sait que c'est un engrenage. D'une certaine manière, pour lui, c'est un grand bazar, le Moyen-Orient. Et il en a retiré les troupes d'Irak. Il ne veut pas y retourner, même si
Ça n'empêche pas que les Américains interviennent d'une autre manière, notamment par les troupes spéciales, etc. Et de manière très efficace d'ailleurs. Ça apparaît moins... c'est moins visible. Mais c'est très efficace. Et d'ailleurs, il a renvoyé 250 militaires en Syrie même. Sans l'accord d'ailleurs du gouvernement. On va en parler parce que les Russes aussi ont envoyé des mercenaires du Caucase et de Tchétchénie pour aller combattre au sol. On va en parler de cette bataille d'Alep encore et de ses enjeux dans un instant. À tout de suite.